Chers téléspectateurs, vous suivez toujours Dimanche, c'est politique de ce dimanche, bien sûr, 22 novembre 2020. Actuellement, nous allons suivre donc l'hebdo des éditorialistes avec nos confrères déjà sur le plateau. On va commencer par ma gauche. Monsieur Anagounou, bonjour. Bonjour, vous chers présentez journalistes. aux téléspectateurs. Je suis Georges Anagounou, de formation socio-anthropologue. Et je suis le patron de la communication au niveau du Centre national de sécurité routière. Merci. Yves-Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale. Bonjour. Bonjour, chers consoeurs, Rafiatou. Bonjour à tous ceux qui suivent ETélé. Merci de votre présence sur ce plateau ce matin et à ma droite, bien sûr, Arnaud Doumaou. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Journaliste Doumaou, ouais. Voilà, Arnaud Doumaou. Journaliste au quotidien Fraternité. Alors avec nos trois invités, nous allons aller à la découverte donc des sujets qui les préoccupent, des sujets marquants de l'actualité au cours de cette semaine. On va commencer par vous, Arnaud. Je vais simplement me référer à la sortie du procureur de la République de Cotonou, le procureur Mario Méton, qui a fait un point par rapport au cours de la rencontre, ils appellent ça réunion de commandement entre le parquet et les agents de police judiciaire. Ils ont relevé qu'il y a des infractions qui montent un peu plus en puissance, notamment les fraudes documentaires, et les vols. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la question des fraudes documentaires. Dans la question des fraudes documentaires, on parle souvent des actes de naissance, des faux passeports, des fausses cartes de séjour. Et là, surtout, le procureur a voulu mettre en garde les chefs quartiers et les chefs d'arrondissement. Parce que la pratique est courante. C'est qui favorise parce qu'on estime que la fraude commence par là. Même si vous ne résidez pas dans le quartier, il suffit de descendre dans n'importe où et puis vous pouvez vous faire facilement procurer une attestation de résidence alors même que vous ne résidez pas dans ce quartier-là. Et pareil au niveau du registre de l'état civil. Généralement, on laisse des pages vierges et après on délivre des actes à des étrangers, tout comme si c'est des gens qui sont des béninois. Et des gens profitent de cela, par exemple, pour infiltrer la base biométrique, la base de données que met en place actuellement l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP. L'ANIP et le procureur a fait observer que c'est, en tout cas pour le directeur de l'immigration, a relevé que des Togolais, beaucoup de Togolais ont été arrêtés dans cette affaire-là. Ils ont été présentés au tribunal et certains ont été condamnés. Donc, il faut que les gens sachent que la question de l'identité, ce n'est pas une affaire banale. Lorsque vous enregistrez des étrangers et après, ceux-là prétendent gouverner votre pays, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, vous avez vu que cela a créé des problèmes. Je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire, où on estime que tel président est un Burkinabé, après ça a créé des soulèvements. Donc, je crois qu'il faut que les élus locaux, que nous ayons, les chefs d'arrondissement et consorts, puissent savoir que lorsqu'on dit que quelqu'un est béninois, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas un tombola. Et le fait pour des miettes, délivrer les certificats de résidence, puisque les mêmes actes que vous délivrez, lorsque le gars avait fait son passeport, vous avez délivré à la base déjà les certificats de résidence ou l'attestation de résidence, c'est avec ces pièces déjà que il va pouvoir se faire constituer, établir d'autres pièces. Donc, que ce soit le certificat de nationalité, que ce soit la carte d'identité ou la carte biométrique, que ce soit le passeport et consort. Donc, déjà, la faute démarre commence à ce niveau-là. Et mon souhait, c'est que, véritablement, qu'on puisse faire la chasse par rapport à ces agents indélicats, à ces élus indélicats qui ne prennent pas la mesure de leur rôle et qui banalisent ce que c'est que ces pièces qu'on estime peut-être de petites pièces, mais qui constituent des éléments très importants pour notre pays. Alors, M. Anagounou, avant de découvrir votre sujet ou vos préoccupations de ce matin, un petit mot par rapport aux faux documentaires. Non, je suis entièrement d'accord avec lui et c'est un sujet très important. Mais ça demande aussi que nos chefs, au niveau des chefs quartiers, qu'ils puissent avoir la formation qu'il faut, les informations qu'il faut pour savoir qu'on ne délivre pas de papier à qui on veut. Sans connaître même la personne. L'attestation de résidence, c'est que, en tant que chef quartier, il connaît presque les maisons. Et il connaît ceux qui habitent dans ces maisons-là. C'est une lourde responsabilité de délivrer une attestation de résidence à quelqu'un qui n'habite pas votre quartier. Ce que ça amène, rappelez-vous, quand on faisait
les enregistrements dans ce pays. Et il suffit que le chef quartier vienne pour dire oui, lui on le connaît, il habite ici et on te donne tes papiers. Ça fait effectivement que beaucoup d'étrangers se sont infiltrés dans nos registres, alors que c'est des registres que nous sommes en train d'établir maintenant pour avoir la certitude que ceux à qui on donne des papiers sont vraiment des Béninois. Je pense que le procureur a bien vu, mais il faut qu'on donne à ces élus-là la formation qu'il faut, l'information qu'il faut, quelles précautions doivent-ils prendre avant de délivrer ces papiers pour que nous puissions éviter des déconvenus à l'avenir, comme vous l'avez cité. Alors Yves-Patrick Loko, votre appréciation ou votre rapport? Les fraudes documentaires, c'est une importante situation qu'il faut prendre en compte dans notre pays, et le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Cotonou, ses responsabilités déjà. A bien vu. Vous imaginez que il y a des chefs quartiers qui sont décédés et dont les enfants ont continué sur une certaine période à délivrer des documents. Parce que c'est des actes déjà, surtout les attestations de résidence, c'est des actes préétablis et pré-signés. Voilà. Donc ce n'est pas normal. Et ça pose même un problème. Est-ce qu'à la base, c'est le chef quartier qui devait donner ce document-là? Et en plus, au-delà de ça, les frais d'établissement de ces pièces-là sont fixés. Il n'y a pas d'harmonisation, je vais dire, à ce propos-là. À Cotonou, c'est 1000 francs parfois. Vous allez à Boycon, par exemple, c'est le chef quartier qui est obligé même de donner de l'argent à ses administrés parce qu'ils n'en ont pas, ils viennent le solliciter. Donc, il n'y a pas une harmonisation au niveau de ces frais-là. Et il faut vraiment réfléchir sur la question, voir si vraiment il faut que les chefs quartiers continuent pas à délivrer cette pièce-là et que deviennent les sous collectés. Normalement, ça devait servir à quelque chose. Donc il faut des réflexions à ce niveau. N'oubliez pas que l'Ivoirien Guillaume Soro a eu une carte d'identité au Bénin. À l'époque, je dis Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, à l'époque, quand il a transité par le Bénin, il a eu une carte d'identité béninoise avec une attestation de résidence délivrée par un chef quartier de Porto-Novo. Ce n'est pas normal. Alors, Monsieur Anagon, on va découvrir donc vos préoccupations de cette matinée. Merci beaucoup. Vous savez, pour moi, nous sommes à l'avant-veille des élections présidentielles. Et ce qui me préoccupe, moi, c'est de voir s'il y aura d'enjeux pour ces élections-là sans les vrais partis de l'opposition. Sans les grands partis de l'opposition, est-ce qu'il y aura d'enjeux réellement? Cela veut dire que quoi? Que les partis d'opposition doivent s'organiser. Les partis d'opposition doivent s'organiser pour être présents parce que notre constitution a été claire là-dessus. Ce sont les partis d'opposition qui animent la vie politique. Et comme ce sont les partis politiques qui animent la vie politique, nous devons savoir quels sont les partis qui existent aujourd'hui réellement au Bénin, enregistrés au ministère de l'Intérieur, et savoir... Sur réclame de l'opposition. Et quelle est l'obédience de chaque parti en ce moment-là. Lorsque on saura ça, on pourra faire on pourra décanter la situation pour savoir ceux qui sont de la mouvance et ceux qui sont de l'opposition. Et faire, parce que si vous avez suivi le chef de l'État dans sa sortie, il disait il faut que les élections prochaines soient vraiment une occasion de fête, une occasion de ferveur, une occasion d'enthousiasme national, parce que c'est ce que nous avons souvent connu au Bénin. D'accord? Mais la remarque a été que, compte tenu des réformes qu'on a apportées et tout, les deux élections passées n'étaient pas réellement, surtout l'élection législative, n'était pas l'occasion d'une fête. Nous ne voudrions plus ça. Et je pense que le chef de l'État ne veut plus ça. C'est pour ça qu'il voudrait que la fête dont il parle, c'est que chaque obédiant devrait participer aux élections présidentielles, sortir ses argumentations pour essayer de convaincre le peuple. C'est là où le peuple prend d'abord de l'importance. Lorsque chaque candidat, chaque obédiant politique devrait se présenter devant lui et donner ses argumentations
fait ses promesses, en ce moment-là, le peuple voit clairement qui est qui et décide de choisir. Lorsqu'on fait ce choix-là, eh bien finalement, celui qui est élu sera fier. Vous savez, lorsque vous êtes allé à un examen et que vous avez bien préparé votre examen et que ce n'est pas un coup de chance, en fait, vous savez, il y en a aussi, et que vous êtes admis, vous êtes vraiment content, vous êtes fier du travail que vous avez fait. Je pense que les élections présidentielles qui viennent pour 2021 doivent être l'occasion de sortir encore le génie béninois et de démontrer tout ce que nous pouvons avoir comme argumentation pour convaincre les lecteurs. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je pense que c'est important en cette période-ci pour que vraiment on en parle. Élection présidentielle participative, qu'est-ce que vous en dites, Yves Patrick Loko? Je parlerai d'élection présidentielle inclusive. Ça va rappeler ces moments où à Porto-Novo, Cotonou, partout ailleurs. Je donne un exemple. Vous voyez par exemple Porto-Novo, des militants du PRD qui qui organisent une marche, qui rencontrent des militants FCBE, ils échangent même les affiches. Voilà, ils se mêlent, discutent un peu, jouent un peu au tam-tam ensemble avant de se séparer. Donc ces choses-là nous ont manqué tout d'abord pour les législatives d'avril 2019. Voilà, on sait que ces deux partis qui sont allés à ces élections-là, une occasion de fête pour les législatives, pour les communales de mai 2020. Malheureusement, le Covid-19 était là, ça a empêché qu'il y ait des manifestations grand public. Le chef de l'État, M. Anagono le disait, a voulu, il a professé comme foi pendant sa tournée, surtout dans la première phase. Il a voulu que les élections soient inclusives, que ce soit une occasion de fête. Il a même sorti cette phrase-là qu'il instruirait pour que les démocrates aient leur récépissé. Et que, Inch'Allah, là je le répète, Inch'Allah, les FCBE iront aux élections. Donc c'est déjà bien qu'on pense à ce que les élections à venir, pas que la présidentielle d'avril 2021 seulement, mais toutes les autres élections au Bénin soient désormais, comme par le passé, des occasions de fête, de réjouissance populaire, voilà, des occasions qui ne sont pas des occasions exclusives. Voilà, du côté de l'opposition, il n'y a que les FCBE et le MPL qui ont aujourd'hui leur passeport pour pouvoir vraiment participer à cette élection présidentielle. Mais il y a également un enjeu. L'enjeu, c'est la négociation, n'est-ce pas, du parrainage. Alors, pensez-vous vraiment que ce serait aussi facile pour eux? Oui, vous posez la vraie question, la question du parrainage. Vous voyez que lorsqu'il y a... Une chose est d'avoir le récépissé, mais une chose est également de réussir la négociation du parrainage. Et entre la profession de foi du chef de l'État et cette question du parrainage qui demeure une problématique, il y a un grand fossé. Vous voyez, donc ne me demandez pas de quoi en cette profession de foi. Demandez-moi justement simplement d'être attentif, de voir si ça va se concrétiser. Nous avons vu la profession de foi du Parti Salon avant les élections législatives. Il a manifesté son intérêt à voir des élections inclusives, a convoqué les acteurs au Parlement, à la présidence, il a fait tout ça, mais finalement nous avons eu droit à quoi. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si cette profession de foi va accoucher du même scénario que 2019, étant donné qu'il y a un véritable obstacle qui est là, la question du parrainage, où cette profession de foi va se matérialiser. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Les Béninois n'ont pas besoin de profession de foi aujourd'hui. Les Béninois ont besoin des actes. Parce que par le passé, nous avons eu beaucoup de professions de foi avant les élections. Comme vous les confrères l'ont dit tantôt, ces élections qui n'ont pas été ce que cela devrait être, ce que nous avons connu en matière d'élection depuis l'ère du renouveau démocratique. Et donc, il faut le dire, pour dire que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une profession de foi. On n'a pas besoin d'une campagne de profession de foi. On n'a pas besoin d'une rhétorique sur la question de l'élection inclusive. Nous en avons suffisamment entendu avant les élections législatives. Rien n'y fit. Nous en avons suffisamment entendu avant les élections communales. On n'a pas eu véritablement ce que cela devrait être. Et je ne sais pas si aujourd'hui, c'est encore opportun de remettre ce disque-là. Mon souhait, je ne pense pas. L'inquiétude des Béninois demeure par
rapport surtout aux événements tragiques que nous avons connus en 2019. Et nous espérons que 2021 ne sera pas encore un rendez-vous du même scénario. Et pour que 2019 ne soit pas un rendez-vous de ce même scénario, il faut déjà, au niveau des élus, par exemple, de la mouvance, j'aurais peut-être été heureux que les gens de l'État disent, d'accord, je porte garant, je recense au niveau des acteurs, mes élus, parce que tous les élus, puisqu'il faut 16, tous les élus sont de la mouvance, des élus que je vais distribuer par candidat de l'opposition. Et que véritablement que... Non, dites-moi... Là, ce n'est plus une question de volonté. Parce que le parrainage, c'est volontaire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que demain, le chef d'État dira, je leur ai dit de faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Un peu comme vous avez dit qu'il a joué sa partition pour les élections législatives. Il a dit, il a convoqué les acteurs, il a dit, je veux que les élections soient inclusives, mais finalement que le Parlement a pris ses responsabilités, machin. Donc demain, le chef d'État va dire, bon, j'ai dit aux élus là, il faut que j'ai une élection inclusive. Hein. J'ai dit à mes partisans, faites tout pour qu'ils aient les parrains. Hein. Mais finalement, ils ne se sont pas rapprochés d'eux, ils n'ont pas pu l'avoir. Je crois que c'est pas de la plaisanterie. Lorsqu'on parle d'une élection présidentielle, il faut prendre la mesure des choses. Il faut pas que les gens se moquent de nous. Il faut que véritablement qu'on nous dise à quelle sauce nous serons mangés. Donc, par rapport à profession de foi, machin, je crois que ce n'est pas ça qui préoccupe les Béninois. Ce qui préoccupe les Béninois, ce sont les faits, c'est du concret. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Nous n'avons pas du concret. Aujourd'hui, pour que nous ayons un candidat de l'opposition pour le compte de cette présidentielle, c'est du bon vouloir des élus de la mouvance. Et vous savez, il y a les discours qui se tiennent. Il faut que ces candidats de l'opposition aillent convaincre, donc dans une démarche, il faut qu'ils aillent convaincre d'abord des élus de la mouvance. Pourquoi c'est facile d'aller convaincre quelqu'un qui ne partage pas le même courant que vous? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est au pouvoir, dont ces élus le soutiennent activement, et vous avez quelqu'un qui vient dire non, la manière dont le pays est gouverné, c'est pas normal, il y a plein de démocratie, les droits de l'homme sont violés, l'économie est à terre, machin, et vous voulez que celui-là trouve les arguments pour aller convaincre un élu de la mouvance de lui donner le parrainage. Oui, nous sommes aujourd'hui dans cette inquiétude-là. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas un acteur politique, je ne sais pas comment les acteurs vont s'arranger pour finalement dissiper cette inquiétude-là. Je pense qu'on va clarifier les choses. Aujourd'hui, la situation a évolué. La situation a évolué. Nous ne sommes plus en avril 2019 ou avant cela. Parce que reconnaissons qu'on a changé les règles du jeu, c'est-à-dire on a modifié la constitution, la charte des partis a évolué et la loi électorale a évolué, ça venait d'arriver, les gens n'ont peut-être pas eu le temps de s'y conformer et ça a créé des problèmes. On parle du parrainage. Non, je viens, je vais vous suivre tout à l'heure. Je le dis, c'est-à-dire ce qu'il faut éviter de faire, c'est de dire, eh bien, le chef de l'État il est en train de nous tromper. Ça, je ne l'ai pas dit. Non, mais votre je ne l'ai pas dit. Oui, c'est bien. Je ne l'ai pas dit. Non, nous sommes journalistes. Non, je connais le truc. Non, on va y aller. Moi, je me rappelle dans ce pays, à un moment donné, des gens avaient commencé par s'inquiéter pour dire Yaïboni ne partira pas. Est-ce qu'il va partir? Même des cadres de l'administration. Et moi, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, pourquoi vous vous posez la question si au bout de cette demande, il va partir ou pas? C'est pas lui qui décide. C'est la constitution béninoise qui retient que lorsque vous terminez vos deux mandats, vous allez partir. En ce moment-là, le cadre qui se respecte ne se pose pas de questions. C'est qu'il se dit que nous allons faire respecter notre constitution. Vous savez, les résistances, il y en a toujours eu en tout moment. Et ceux qui doivent résister, s'ils refusent de le faire, c'est qu'ils ont manqué leur mission républicaine. Donc je disais que la situation a évolué aujourd'hui. Vous avez vu, les démocrates et moi j'ai félicité pour ça, se sont constitués et ils se sont conformés à la nouvelle charte des partis pour pouvoir aller déposer leur dossier, d'accord. On les a appelés pour dire, manque telle pièce, vous faites. Ils ont fait. Complété. Voilà. Et donc, ce que même les gens disent, certains ont dit, est-ce que c'est le chef de l'État qui donne ou bien c'est vrai qu'il y a la politique générale de l'État. La politique de l'État, il est conduit, elle est incarnée par quelqu'un. Elle est incarnée par le chef de l'État. D'accord? Il est le patron de l'administration. Donc, il doit imprimer un comportement à l'administration. Mais ce qu'il y a, nous avons la justice, nous avons tout. Si les démocrates, avec tout l'effort qu'ils ont fait pour constituer leur parti, pour déposer les papiers, et qu'aujourd'hui on ne leur donne pas et leur récépissé, eh bien tous les Béninois sont là. Et ils seront pris à témoin. Ce que je voudrais, par contre, c'est que tout ce qui doit être fait, pour que chaque obédience puisse participer aux élections,
Il faut que ça soit fait. Voyez-vous, et les démocrates aujourd'hui, encore si les démocrates, c'est moins chaud là. Et il y a une semaine de on a commencé par apprendre, il y a bagarre au sein de FCBE. Si cette bagarre a fait que finalement FCBE ne présente pas de candidature, ce serait la faute à qui? C'est ça aussi la réalité du Béninois. Les gens doivent savoir quel but on est en train de poursuivre. Les hommes politiques surtout, savoir quel but on est en train de poursuivre et pouvoir s'entendre au moins dans leur petite chambre. C'est ça. Dans leur petite chambre. Si déjà ils commencent pas à se bagarrer là, qui est-ce qui est en train de tirer les ficelles? Si ce n'est pas eux-mêmes. Donc, la situation a changé. Ce n'est pas, moi je ne m'attends pas à une faveur du président de la République pour que les autres qui ont droit puissent participer aux élections. Il a suffisamment été large. Ce n'est pas, non, moi je ne veux même pas parler de ça, largesse. Je veux parler de ce que la Constitution a retenu. La Constitution a retenu que lorsque vous remplissez les conditions, vous irez aux élections. Et pour remplir les conditions, les gens sont bagarrés pour créer les démocrates. D'accord? Ils ont créé les démocrates et ils sont en train de revendiquer le papier récépissé, et je pense que c'est dans ce sens que le chef de l'État aussi est allé pour dire ils doivent avoir leur récépissé si tant est qu'ils ont rempli les conditions. Et nous allons nous battre, vous et moi, nous devons nous battre pour que s'ils remplissent les conditions, ils puissent avoir le papier. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas ma bataille. Hein. Non, mais qu'ils aient leur papier, dès qu'ils sont à jour, ils iront leur récépissé. Je viens de le voir sur le plateau. Mais cette bataille-là, elle est intellectuelle, elle est technique. Voyez-vous, elle est démocratique. Et ce que ma bataille aujourd'hui, ce sont les parrainages. Par rapport au parrainage, oui. aussi, je vais vous donner. Parce que une chose est d'avoir le récépissé, mais une chose est d'avoir également le parrainage. Ce que nous on a retenu, c'est le parrainage des élus. Ouais. D'accord, c'est ce qu'on a retenu. Et ce qui va se passer au Bénin, se passait même en France. Parlons du Bénin. Non, mais je vous dis, c'est-à-dire, quand je vous donne votre parrainage, cela ne veut pas dire que je suis de votre parti. C'est ça. Ce n'est pas ça. Je vous juge capable de présenter des idées capables d'être des idées qui peuvent convaincre. Je vous juge capable de le faire. Vous savez, en matière d'élus, le Front National n'en avait pas vraiment en France. Mais le Front National a toujours présenté des candidats aux élections parce que le Front National a toujours obtenu le parrainage qu'il faut. Ce que nous devons souhaiter, c'est que démocratiquement, nous devons grandir. Démocratiquement, nous devons grandir. Et que nos élus doivent comprendre que ce n'est pas parce que nous voudrions. Ça aussi, c'est de leur responsabilité. S'ils veulent faire jouer la démocratie, de dire que, eh bien, nous voudrions que les élections soient vraiment démocratiques. Nous voudrions que chaque obédience se présente en ce moment-là. Ils pourront donner le parrainage à qui il faut, sans forcément attendre que ce soit le chef de parti qui le dise. Parce qu'en France, parfois, la droite a envie de donner des consignes pour qu'on ne donne pas de parrainage au Front National, par exemple. Vous savez ce qui se passe? Eh bien, le Front National commence par passer sur tous les plateaux pour dénoncer ça. Pour dire que la droite est en train d'empêcher les élus pour leur donner le parrainage. Souhaitons que ça se passe ici aussi. Ce dont le chef de l'État a besoin, le chef de l'État actuel, ce dont il a besoin, c'est qu'il puisse avoir les 16 élus qui le parrainent lui. Quand on a fini de le parrainer, il a laissé les autres aussi. Pour qu'on puisse... Parce que ce qui fait notre honneur, cher ami, c'est quand on voit que nous avons vraiment une élection démocratique dans notre pays. C'est ça qui fait notre honneur. C'est ça qui fait que moi, de toute façon, quand je suis à l'extérieur, c'est ça qui me permet de lever la tête. Alors, Donc, Yves Patrick Loko, votre appréciation ou votre rapport ou à votre avis par rapport à cette question de négociation de parrainage, parce que c'est là où le jeu doit être plus fort, savoir négocier un parrain. C'est à l'aune de la réalité sur le terrain qu'on saura ce qui va se passer réellement. Être de l'UP ou du bloc républicain et donner. Je veux bien vivre la chose pour la croire. Pour le moment, je suis comme un Saint Thomas. J'attends vraiment de voir ne pas être d'accord avec la politique de quelqu'un, mais lui donner son parrainage quand même. Ça relève un peu de la magie. Ça relève un peu de l'invraisemblable. C'est une autre expérience de la démocratie. Voilà, c'est du génie. Il faudrait que nous la vivions également. Voilà, donc j'ai bien envie de vivre ça pour vraiment la croire. Et rapidement, avant de venir à mon sujet, par rapport
au récépissé des démocrates. Il faut qu'ils aient ça. Si tant est qu'ils ont rempli s'ils sont, voilà. s'ils sont en règle, ils auront, Voilà. ils auront le le chef de l'État, Le chef de l'État a par rassuré. rapport à cette affaire d'aspirant de l'enseignement, il a convoqué une réunion où à la fin il a dit qu'aucun aspirant ne sera laissé sur le carreau, mais on voit encore ce qui se passe jusqu'à présent. Donc le chef de l'État, voilà, il a la bonne foi de dire les choses, mais il faut que les gens l'accompagnent. Peut-être que les gens... Il aime les promesses. Non, bon, il faut que les gens l'accompagnent, c'est ce que je voudrais... Alors on va découvrir rapidement votre sujet à vous. Oui. Oui. Voilà, cette semaine, c'est ce qui a retenu mon attention, c'est l'ascension du ministre Jean-Michel Abimbola, membre du bloc républicain, voilà, qui aurait écopé d'un blâme pour cette affaire de destitution de l'édile, de l'ancienne édile d'Adjawere, Karamat Fagboum, qui, c'est vrai, les femmes ne sont pas nombreuses en politique, ne sont pas nombreuses à la tête de nos mairies. Une femme qui part, ça fait toujours mal, hein. Mais par rapport à ce départ-là, Jean-Michel Abimbola a été sanctionné au niveau de son parti. C'est des choses qu'on ne remarquait pas par le passé. Celui qui a signé le papier, c'est un ministre membre du même gouvernement que lui. Voilà, c'est pour ça que je dis, j'attends de voir également le parrainage pour croire que les choses ont changé. D'après vous, qu'est-ce qui est étrange dans cette décision? Non, il n'y a rien d'étrange, c'est des tests qui sont appliqués, c'est vrai. Ça ne se voit pas souvent. Voilà, ça ne se voit pas souvent. Ils sont membres d'un même gouvernement et le ministre d'État Abda Biochane qui signe une décision qui suspend son collègue et membre d'un même parti politique que lui. C'est beau, c'est bien à voir. Mais au-delà de ça, les raisons, je me dis, est-ce que c'était vraiment les raisons et est-ce que ces raisons-là sont valables? On dit qu'à Djawere, les membres, les élus communaux du bloc républicain qui ont facilité le départ de la maire d'Adjawere sont d'anciens membres du RND, le Rassemblement National pour la Démocratie, je crois, que Abimbola père avait géré et que Abimbola Jean-Michel fils a géré par la suite. Aujourd'hui, qu'on ne parle plus de PRD, qu'on ne parle plus de RB, de PRD, Nouvelle Génération, des anciens partis, que c'est le bloc républicain aujourd'hui. Est-ce que c'était normal qu'on puisse vouloir faire cette démarcation-là pour dire, pour estampiller des gens anciens RND pour faire partir la mère Karamat Fagboum, qui est d'ailleurs la fille de Sefou Fagboum. Donc je me dis, c'est leur cuisine interne, c'est vrai, mais encore que on peut intervenir maintenant dans les affaires des partis politiques, puisque c'est un financement public, ils bénéficient désormais d'un financement public et c'est l'argent de tout le monde. Donc on peut vraiment chercher à voir au niveau de ce parti-là, mais est-ce que les raisons tiennent vraiment? Alors, Amadou Mao, le président de la République, a dit qu'il faut faire la politique autrement. Et lorsque nous nous engageons dans un parti politique, il faut respecter les tests. Et voilà une sanction qui tombe sur une grande personnalité d'un grand parti. Quelle est vos appréciations? Non, je dis d'abord que c'est deux choses. La première chose, je ne trouve pas ça extraordinaire. Je trouve que c'est des calculs politiques. Il y a bien un moment déjà que le ministre Jean-Michel Abimbola était déjà un peu à froid
avec ses collègues du Bloc républicain. Vous avez eu, quand même, il faut voir plusieurs événements, grands événements du Bloc républicain. Depuis un moment, on n'allait plus apercevoir le ministre Jean-Michel Abibola. Cela, ça a été constaté, mais déjà, dans les couloirs, il y a eu beaucoup de querelles politiques au sein de ce grand ensemble-là. Et même au cours d'une rencontre informelle où on a aperçu Patrice Talon, on a eu entendu qu'il est allé apaiser les esprits. Je crois que vous avez suivi cette actualité-là avec moi. Mais je dis beaucoup plus que, quand nous parlons de calcul politique, lorsque vous avez difficilement pu obtenir quelqu'un comme Séfou Fagbourou, donc on connaît le poids électoral, et que finalement que sa fille a pu ramener, vous vous rappelez un peu de comment est-ce que la fille a pu finalement ramener le père. On a dit tantôt Séfou était d'accord, il n'était pas d'accord, et finalement il a pu, et vous décrochez quelqu'un comme Séfou Fagbourou, et finalement vous éjectez sa fille de cette façon-là. Est-ce que cette sanction n'est pas pour contenter un peu Séfou Fagbourou? C'est des questions que je me pose à quelques mois de la présidentielle. Si en tout temps le père se fâchait à nouveau, le père sortait et disait, bon, par rapport à celle, je quitte votre affaire de machin là. J'estime que cette sanction n'est pas venue, connaissant surtout le régime du nouveau départ, n'est pas anodine. C'est sans doute quelque part qu'il y a eu, sans doute, pour moi, des négociations politiques. Et je dis encore une fois, déjà, avant que vous n'entendez parler de cette sanction-là, il y a eu même, certains ont dit déjà à Jean-Michel Abibola, s'il veut aller rejoindre les progressistes, qu'il aille rejoindre les progressistes. Mais si nous revenons maintenant sur l'aspect de la décision telle qu'elle, on constate que la réforme du sympathisant a apporté quelque chose de nouveau. Les grands ensembles existait avant Patrice Talon. Mais on remarquait que lorsque vous avez eu par exemple la SCBE, vous avez eu l'Union fait la Nation, vous avez constaté que en ce moment-là, il n'y avait pas de dissolution des formations politiques. Et donc on y allait, c'était genre comme des alliances, des coalitions, et cela a permis à des gens de se faire élire, par exemple députés, je prends l'exemple de Claudine Péninsio, qui allait après l'Union fait la Nation, et après s'est retiré ensuite. Vous avez également Kanida Zanali, qui est allé au niveau de l'Union fait la Nation, et qui après s'est retiré. Vous avez avec la réforme des partisans une dissolution désormais des formations politiques. À partir de ce moment-là, il n'était plus aisé à Jean-Michel Abibola, par exemple, de dire bon, je suis dans le Bloc républicain, je me retire avec ma formation politique, parce qu'entre-temps, il y avait prononcé donc la dissolution de sa formation politique. Or, dans cette région, dans cette circonscription électorale dont nous parlons, les unions progressistes, ce sont les deux formations qui ont beaucoup plus bataillé, sont pratiquement à coude, ça se dispute un peu comme cela se fait généralement en matière politique. Donc, à partir de ce moment où il n'est plus aisé à Jean-Michel Abibola de se retirer avec sa formation politique, il est aujourd'hui devant le fait accompli de se voir donc sanctionné par le parti, alors même qu'il est obligé soit de subir la sanction ou de peut-être après de vouloir quitter la formation politique. Mais je dis que tout cela qui s'est fait au guise des frustrations internes, si le Bloc républicain ne sait pas gérer cela, cela va s'exploser. Ça va s'exploser. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la sanction de Jean-Michel Abibola dont nous parlons, mais il y a d'autres frustrations au sein du Bloc républicain. Si demain, c'est un certain cas ça, qu'on dit, bon, il est suspendu, il est blâmé. Si après, demain, c'est quelqu'un d'autre, il faut pouvoir gérer ces frustrations-là, surtout en matière politique. Et nous sommes encore à un rendez-vous électoral qui est derrière tout. Je me dis, est-ce qu'on a pris juste cette sanction pour pouvoir contenter un peu Séfou Fagbourou, ou c'est toujours la crise interne qui est en train de ronger cette formation politique, qui déjà auront des difficultés à survivre. Par exemple, si pas extraordinaire, Patrice Talon ne revenait pas en 2021. Parce que lorsque vous êtes candidat à votre propre succession, il y a 75% au moins de chances que vous remplirez. Mais si jamais Patrice Talon ne revenait pas, on n'a pas la garantie que le Bloc républicain ou l'Union progressiste ne va pas exploser après. Et les crises, ce que vous remarquez aujourd'hui avec ces sanctions de votre Bloc républicain, il y a également cette crise qui court également au niveau de l'Union progressiste, notamment avec ses prétends. Lorsque vous allez dans la 23e circonscription, 24e circonscription, voilà, il y a toujours ces scénarios-là qui se jouent de part et d'autre. Je crois qu'il faut que les gens, au niveau du Bloc républicain, au niveau de l'Union fait la Nation, de l'Union
progressistes, excusez-moi, puissent savoir gérer la crise interne, si tant est qu'ils sont porteurs aujourd'hui, ou ils sont d'ailleurs les premiers bénéficiaires de cette affaire de réforme du système, de réforme politique qui leur a tous permis d'être les seuls à l'Assemblée nationale, d'avoir 11 maires sur 77 communes. Donc, s'ils sont les premiers bénéficiaires, ils n'ont qu'à savoir gérer les crises internes au-delà de la santé de Jean-Michel Abimbola. Sinon, je vous dirais que ce n'est qu'un début et que ça va finir par s'exploser. Alors, Monsieur Anagonou, une sanction pour une personnalité d'un parti politique, est-ce une marque de sérieux au sein de ce parti? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord trouver des éléments pertinents dans l'analyse de mon ami. Allô? Mais ce que je voudrais dire, c'est quelque chose, comme disait tout à l'heure Yves, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Mais il faut qu'on s'habitue. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la normalité des choses, mais auxquelles on n'était pas habitué, on va s'habituer. Je voudrais d'abord savoir que M. Abimbola, il est suspendu des travaux du comité, je pense, du directoire, si je peux ainsi l'appeler, d'accord? Une sanction comme ça, une décision comme ça est prise parce que ça permet, entre-temps, dans le laps de temps, d'analyser ce qui s'est passé, d'écouter les tenants et les aboutissants pour pouvoir juger. Donc, pour l'instant, ce n'est pas tranché. On a dit, pour les travaux du comité national, il ne participe pas. Pour le moment, le temps de clarifier les choses. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Sinon, toute l'analyse que vous avez faite, le risque d'explosion et tout existe. Et je voudrais dire aussi que on est leader. On est leader lorsqu'on sait juguler les crises. Ceux qui sont responsables au niveau du bloc républicain doivent apprendre. Il n'y a un secret pour personne que lorsque vous prenez Amonson Bruno, par exemple, voilà un vieux routard qui a affronté des crises et qui a appris à les gérer. D'accord? Ça doit être la même chose aussi de l'autre côté. Vous m'excuserez, je ne voulais pas parler de serviteur tout à l'heure. Je voulais parler plutôt de Idi. Idi Kolaolé, au niveau de nos progressistes. Non, je suis d'accord avec vous que au sein même d'un parti politique qui puisse avoir des courants, au sein même des partis politiques qui puissent avoir des courants, mais qu'il revient au patron de ce parti politique-là de gérer les différents courants. Ce que je n'ai pas maîtrisé trop dans cette histoire, rappelez-vous, au moment où on voulait élire les maires, on a même été obligé de faire recours à une loi explicative. Certains ont été élus, certains nommés, désignés par leur parti politique. Non, mais la règle qui est retenue désormais, la règle qui est retenue, c'est que c'est le parti qui décide. Voilà. D'accord? C'est le parti qui décide. Il y en a qui ont été élus. Et voilà. Si, et dans ces conditions-là, le parti n'a pas donné son notion pour que les élus BR qui sont là-bas puissent aller aider à faire partir un maire. Parce que, qu'est-ce que nous cherchons? On voulait supprimer l'instabilité que nous avons connue au sein des conseils communaux. Rappelez-vous, 2 juin, maire destitué, 3 juin, notre parti. Je ne veux pas employer je ne veux pas faire cela, mais cela ressemblait à un désordre. Et c'est ce scénario qui semblait être... D'accord. Et qu'aujourd'hui, par quelle alchimie c'est revenu, c'est à Diawéré, je pense. Oui, comment, donc je pense les responsables de parti de BR veulent voir clair dans ce qui s'est passé, parce qu'on s'est dit que on ne peut pas, des élus ne peuvent pas prendre de pareilles décisions au niveau de Diawéré sans que le leader local, le leader de la zone, qui est Ambiboula, est incontestable, d'accord, qu'il soit au courant. Entre-temps, quand il est au courant, est-ce qu'il s'est rapproché du bureau national du parti? Est-ce qu'ils ont étudié? Est-ce qu'ils donnaient leur accord? Parce que donner leur accord serait comme ne pas respecter la loi explicative et ne pas respecter le code électoral. D'accord? Aujourd'hui, on ne s'attend plus à voir qu'on se lève et on change une main. C'est pourquoi je ne me suis pas trop intéressé à l'information. J'ai entendu ça passer comme ça, mais je ne me suis pas trop intéressé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et si vous et moi, on se pose ce genre de questions, comprenez que les responsables du parti doivent prendre une mesure pour pouvoir expliquer et juguler la crise. Nous ne pouvons pas avoir. Je pense que Abimbola n'est pas aujourd'hui quelqu'un qu'on peut sortir facilement d'un parti politique comme ça. Cela revenait de l'utopie. Vous ne le faites pas, et si vous voulez avoir une assise dans la zone là-bas, et si vous regardez sur le paysage politique, celui qui est
de l'air, enfin, du Sud, et qui est un grand responsable au niveau du BR, Habib Bola en fait partie. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, pour maintenir l'équilibre, et je pense que c'est une décision qui sera très rapidement réglée, et les gens vont se comprendre très rapidement. Si même on s'en va et on voit que la loi explicative, ou bien le code électoral n'a pas été respecté, quitte à ce que la Cour suprême prenne encore des décisions et qu'on revoie aussi les choses. Je suis d'accord avec vous que les partis sont jeunes et que ces partis-là doivent apprendre à juguler, à gérer les crises internes. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que SCPE, on ne savait pas qui sera candidat encore. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la discipline de parti aurait voulu que les gens s'organisent très rapidement, d'ailleurs, pour ne pas perdre du temps. Pour décider rapidement de qui va présenter. Les empêcher d'avoir des crises internes. On peut pas l'empêcher. Ça fortifie également. Bon, mais voilà. La vitalité du parti. Peut-être que c'est la guéguerre, Fagboron, Abimbola qui n'a pas pu finalement gérer. Ça, c'est votre analyse personnelle. Et puis, les responsables de parti ont le devoir de tout faire pour régler. Encore qu'il y a eu des rencontres. Et qu'ils n'avaient même pas besoin de faire de publicité et autour de la sanction accordée à Abimbola. Ça ne fait pas l'image. Ça ne fait pas grandir le parti politique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, mais aujourd'hui, plus rien ne se cache. Il y a WhatsApp. Il y a les réseaux sociaux. Alors, chers amis éditorialistes, nous allons faire un dernier tour de table pour les mots de fin. On va commencer par Yves Patrick Loko de la Radio Nationale. Déjà, hein? Non, en fait, j'ai cru qu'il y aurait un second sujet à développer. Et si vous permettez rapidement cette affaire de changement des horaires dans l'administration publique, voilà, qui a été discuté cette semaine, je crois, le mercredi dernier. Les membres de l'administration décentralisée dans le Mono et le Koufo ont été entretenus, je crois, sur la question. À Cotonou, le jeudi également, les partenaires sociaux ont été également informés sur cette situation-là. Mais je ne sais pas pourquoi on a décidé. Est-ce que c'est parce que dans le reste des pays qui nous entourent, on a donné l'exemple de 15 pays, il y en a qui font juste une pause de 30 minutes pour séparer la journée de la matinée de la soirée. Bon, je ne vois vraiment pas la pertinence de cette décision, de ce changement d'horaire-là. Si, vous savez, les activités économiques autour de 12h30 à 15h, elles sont tellement importantes dans le pays. Réduire ça maintenant à 1h30 pour que les gens sortent à 17h30 dans la soirée. Il paraît aussi que c'est pour faire une économie de 20 milliards par an à l'État. Je ne vois pas vraiment la pertinence de ce changement. Vous voulez vous prononcer sur la question, Arnaud Noumaou? Je sais que... Bon, il ne faut pas faire des réformes pour faire des réformes. Bon, je vais pas trop aller sur la question. Je voudrais juste dire, nous avons abordé une question qui paraît très importante aux yeux des Béninois également, c'est la question de la présidentielle. Je voudrais que les élus, que le chef de l'État, que tous les acteurs prennent de la hauteur et prennent la mesure de l'enjeu, et pour que ce peuple ne revive pas ce que nous avons vécu en 2019. Ce serait vraiment dommage que nous en revenions à ce passé douloureux. Ça, c'est ma préoccupation, parce que c'est une question que je me pose pratiquement tous les jours, de comment est-ce que cela va se faire. Je n'ai pas vu venir le scénario de 2019, parce que, en tout cas, je n'ai jamais vécu ça, il faut dire, et donc j'ai été profondément touché par cette tuerie en 2019. Donc j'espère que nous n'allons pas revivre cela. Et par rapport à ça, je vais dire aux acteurs qui se réclament de l'opposition qu'il faut plutôt s'organiser déjà, dégager des candidats, faire comme si on se prépare pour aller à cette élection-là, comme si le parrainage n'était pas un frein, et qu'au finish,
réclamer par la suite le parrainage parce que... Le parrainage n'est pas un frein. Non, c'est un frein. C'est un frein quand vous êtes de l'opposition. Quand vous êtes de l'opposition, c'est un frein. Il faut négocier si vous voulez gouverner. Non, vous n'avez pas à négocier. Vous n'avez pas en principe dans un pays, sérieux, vous n'allez pas négocier, quémander parrainage dans un courant. Vous avez à convaincre tout un peuple. Maintenant, ce n'est pas 16 personnes à convaincre qui sera impossible. Quand vous avez, par exemple, si je supposais qu'au niveau de l'opposition, par exemple, on avait des élus de l'opposition et on a des élus de la mouvance. C'est que c'est de part et d'autre. On est en mesure de faire tout là. Le débat peut se faire, peut se comprendre. C'est-à-dire, en dehors des relations politiques, il y a des relations personnelles. Voilà, l'honorable il a dit qu'il est disponible à parrainer qu'il veut. Le débat n'est pas à ce niveau. Finalement, vous ne pouvez pas me laisser mon temps de parole. Laissez mon temps de parole. On permet à nous rapidement de conclure. Je voudrais dire que si nous sommes dans un contexte où, de part et d'autre, on a des élus, c'est-à-dire qu'il faut 16 par exemple, et qu'on avait peut-être un parti ou deux partis de l'opposition qui avaient peut-être 20, 30, et que du côté de la mouvance, on a peut-être 50, 70, et qu'on me dise que, bon, on peut négocier de part et d'autre. Là, il y a de la logique, ça peut se comprendre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce contexte. Nous sommes dans un contexte où c'est seulement dans un camp. C'est un camp qui a le pouvoir de décider de votre sort, de l'autre camp, du camp d'en face. Et c'est là que c'est difficile. Mais je voudrais dire déjà aux acteurs, comme j'avais commencé à le dire, qu'il faut se préparer, tout comme si on n'a pas besoin des parrains, pour que déjà on puisse trouver des figures au niveau de l'opposition pour dire voilà les candidatures. Un peu comme le disait mon vis-à-vis, au niveau des CBE, ça se dispute toujours. Au niveau des démocrates, aucune information. Au niveau du Restaurer l'espoir, aucune information. Ou de quel autre parti encore. Donc il faut que les gens puissent s'organiser pour que le peuple puisse dire d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec la gouvernance actuelle, vous voulez proposer une alternative, alors qui proposez-vous? Que les figures puissent se dégager, et après qu'on fasse le débat pour dire, mais voilà, nous avons notre candidat, nous avons si, mais nous n'avons pas de parrain. Et là, le débat va se faire autrement. Mais si vous attendez d'abord que la Sénat lance la distribution des fiches de parrainage, et que c'est au dernier moment, vous venez maintenant faire du bruit, vous aurez du mal à convaincre, même si vous étiez dans votre bon droit. Donc, il faut savoir... Il faut choisir, gérer le timing pour permettre aux Béninois de vous suivre et de vous comprendre. C'est ma population. J'aimerais rectifier encore une fois pour dire que par rapport à la situation dont je parlais, pas de progressistes, ça concernait beaucoup plus Idikola Olé. Dans la même circonscription électorale, pareillement, ça ne va pas également de l'autre côté. Donc, je voulais rectifier que ce n'était pas D'accord. Monsieur Anabolo. J'ai bien aimé Arnaud dans son dernier développement. Vous avez abordé le vrai problème. D'accord? Le président de la France insoumise en France, comment il s'appelle? Mélenchon. Vous savez ce qu'il a fait il y a 2 semaines? Il y avait un travail qu'une commission a fait, une commission de Lionel Jospin, et qui disait que désormais en France, pour être candidat, il faut avoir 1500 signatures. Mais cette fois-ci, signatures citoyennes. C'est tous ceux qui ont l'âge de voter qui vont te donner leur parrainage. Et si tu as 1500, c'est un projet, c'est pas encore sorti. Mais lui, il a osé le dire. Parce que dans certains pays du Nord, de l'Europe du Nord, eh bien, ça se fait comme ça. D'accord? Et tout à l'heure, prenez des gages. Apprenons à prendre des gages au nom de la démocratie, au nom de quelqu'un. Moi, je prends gage au nom de la démocratie béninoise pour dire que les élections prochaines seront des élections démocratiques. On a pris des gages en 2009. On attend de voir. On attend de voir. Je ne veux pas. Peut-être que je suis... Non, peut-être que... Nous allons mettre un thème à ce temps. Pour vous permettre de donner un mot pour dire ce qui s'est passé dans la semaine, la manière dont on a sorti cette affaire de
modification, bien de réforme dans la fonction publique. C'est une manière très très bonne. Une question comme ça se débat de long en large avant tel que ça a été passé. On était au formé de rien et ça sort réforme pour réforme. Il faut que les gens se prennent au sérieux. Nous sommes dans un pays de grands responsables. Merci à vous, chers amis. Merci à vous, chers confrères. Je rappelle que je recevais donc sur ce plateau 3 invités, vous le constatez. Patrick Loko de la Radio Nationale, Anno Doumarou du quotidien Fraternité, Monsieur Anagonou qui est le chargé de communication du CNSR. Mesdames et messieurs, c'était donc l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 22 novembre 2020. Tout de suite, vous aurez droit au bulletin de l'information et l'équipe de Dimanche c'est politique se retrouve pour le débrief.